Bonjour, bonjour à toutes et à tous, chers adhérents, chers participants, sympathisants et sympathisantes. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre digitale virtuelle à laquelle on a choisi le titre de la fonction RH à l'épreuve du Covid, décryptage et témoignage des DRH. Alors, cette nouvelle rencontre vient compléter la dernière, l'événement de l'EGEF qui a eu lieu le 12 novembre et qui a traité de la situation économique, sociale et les mesures de relance. En même temps, le présent webinaire vient également comme un avant-propos de la rencontre dont on va très probablement traiter le sujet de la place de la fonction RH dans la gouvernance régionale et territoriale. Comme vous savez, le Covid-19 a énormément et continue de challenger les organisations ainsi que les DRH, puisque la pandémie touche tout d'abord avant tout l'humain, qui est source et ressource de toute richesse. Au niveau organisationnel, on est en train de vivre, assister à la fin de ce qu'on appelle le business as usual. Un nouveau normal va certainement émerger, générer des changements à tous les niveaux, que ce soit au niveau organisationnel, au niveau managérial et même au niveau comportemental. Peut-être même que ce nouveau normal ne sera plus statique comme avant, mais plutôt dynamique et changeant à grande vitesse. Le DRH, au cœur de toute cette métamorphose, si j'ose dire, doit faire face à une conduite de changement social et organisationnel forcé et brusque. Et c'est tout à fait normal puisque le changement s'est également produit de manière brusque, voire même bouleversante. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui avec nous pour témoigner, pour débattre et également pour mener des réflexions groupales en ordre alphabétique sans préférence. Dr Abdelali Tazi, vice-président de l'AGEF Marrakech, manager. Vous savez, l'ANAPEC, c'est le service public de l'emploi général, de l'insertion professionnelle des jeunes et qui œuvre à satisfaire les besoins RH des entreprises. Actuellement, l'ANAPEC ambitionne également à produire un service public de proximité, universel et inclusif. Du coup, l'ANAPEC a renforcé son offre de services pour toucher toutes les catégories de chercheurs d'emploi, renforcer son rôle dans le développement de l'entrepreneuriat comme voie privilégiée pour l'insertion des jeunes. Elle a également développé des programmes de convergence et de partenariat pour une territorialisation et une concrétisation de l'universalité de ces services. Avec nous également, Madame Iman Mkwar, directrice des ressources humaines de Oberoi Marrakech. L'Oberoi, c'est un groupe fondé en 1934, compte 33 établissements hôteliers de luxe et de 5 étoiles. Il est présent dans 7 différents pays. Le groupe Oberoi, il a investi dans l'aérien, dans la restauration et dans l'industrie du voyage. Il compte également depuis 1974 les IH Express, une des plus grandes compagnies d'impression à technologie très avancée, et également la fameuse IH Aviation de transport aérien de luxe à destination internationale. On accueille également Madame Loubna, DRH Movenpick, le fameux Mansour Tahbi. Le Movenpick est également un des leaders mondial de l'hôtellerie avec ses 300 000 collaborateurs partout dans le monde et qui reçoivent des millions de clients à plus de 5 000 établissements hôteliers, ce qui fait un actif de plus de 700 000 chambres. Il est présent dans 110 pays différents et les gammes olympiques sont énormes puisque ça compte à 39 marques entre le luxe et l'économie. Madame Siham, DRH Hilton Tanger Houara. La compagnie Hilton, comme vous savez, c'est une compagnie qui comprend 18 marques. Elle a 6200 hôtels dans le monde et elle est présente également dans 118 pays avec plus de 1 million de chambres, 450 000 employés, une compagnie qui continue à s'accroître au Maroc. En effet,
Il y a 3 unités hôtelières à Tanger et 4 autres qui sont en proie d'être ouvertes d'ici 2025. C'est Tarek Jebri, DRH Aman Jannah. La compagnie Aman elle a été fondée en 1988. Elle est présente dans 21 pays avec 5200 collaborateurs très passionnés par leur métier. En fait, il faut mentionner que le groupe il est très connu par son investissement dans le capital humain. Notre cher auditoire, vous êtes invité à interagir avec les intervenants de la GEF, à poser vos questions, vos remarques, complémenter les informations et les idées via les réseaux sociaux, via YouTube et Facebook, et même par Zoom. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un changement brusque et radical qui s'est fait de manière en quelque sorte tragédique pendant ces derniers mois. Et on est en phase toujours d'une crise sanitaire qui passe en concomitance avec une autre crise économique. Comment les organisations ils ont vécu cette pandémie? Est-ce que tout d'abord on était prêt à faire face à des pandémies? Quelles étaient les difficultés RH? Ce sont toutes des questions qu'on va aborder dans son premier chapitre. Mais avant tout, avant les témoignages des RH, on va passer à un décryptage qui sera fait par Abdelali Tazi. Tazi, c'est à vous. Merci, Yassir. Donc, d'abord, permettez-moi Alors, je me réjouis personnellement que ce séminaire soit organisé par la GEF Marrakech, tout simplement pour illustrer la qualité qu'on veut qu'elle soit forte avec les DRH de la région, mais aussi les DRH au niveau national et international. Je n'oublie pas de les remercier d'avoir accepté notre invitation. Et bien évidemment, ce séminaire qui portera sur un éclairage, un partage d'expérience, permettra à la GEF aussi de renforcer son positionnement dans cette thématique. Aussi, j'oublierai pas de remercier d'abord notre modérateur, c'est qui est aussi le secrétaire général de la GEF, de remercier notre président, c'est Amin Nouri, c'est Shafiq Ben Taleb, notre fondateur, et bien sûr toute l'équipe qui sont en back-office, notamment c'est Tahiri. Alors, par rapport à cette première partie de décryptage, donc tout le monde aujourd'hui sait que cette crise sanitaire liée à la Covid-19 a pris un tour tout à fait singulier dans le contexte de nos entreprises. Et bien évidemment, dans le contexte de l'acte de management, et particulièrement le management des ressources humaines. Pratiquement, si on parle de Marrakech, pratiquement toutes les entreprises touristiques de la région ont vu, durant cette crise sanitaire, leur activité soit partiellement, soit totalement s'arrêter. Et cet arrêt brusque de l'activité, je dirais, touristique, a figé complètement notre système économique et bien évidemment a créé un sentiment, je dirais, de malaise chez les managers et particulièrement les DRH qui sont en première ligne pour gérer cette crise. Et donc, je dirais, cet état de situation a permis à ces GRH et aussi aux chefs d'entreprise de se trouver au cœur des questions et des décisions à prendre par rapport soit à l'arrêt, par rapport ou soit à la reprise d'activité. Donc, il y a eu des bouleversements majeurs des modes de fonctionnement du travail. Donc, on était obligé d'aller vers ce qu'on appelle le management à distance, voir carrément est-ce que la loi du travail le spécifie, pas nécessairement d'une manière directe, le télétravail, le travail à domicile, etc. Il y a eu aussi des bouleversements de l'organisation sociale avec un impact sur la socialisation. Et puis, un certain nombre de décisions, au début, personne ne savait comment s'y prendre, donc il y a eu beaucoup d'incertitudes par rapport à décisions à prendre. Et puis, voir un peu comment réorganiser et comment s'adapter avec une certaine agilité par rapport à cette rupture qui a connu à la fois l'offre et je dirais et la demande. Donc, il y a eu carrément un arrêt de l'activité. Et donc, il fallait aussi creuser dans l'appareil juridique pour pouvoir s'adapter et sécuriser, je dirais, la question de l'emploi. Et puis, la technologie, je dirais que parmi les choses que nous avons soulevées, c'est qu'il y a eu quand même un recours à la technologie, au travail à distance, et bien évidemment un travail de proximité beaucoup plus, je dirais le travail collaboratif avec les collaborateurs pour pouvoir les rassurer.
Et les managers de la fonction RH, particulièrement, on a remarqué qu'ils ont fait preuve d'adaptation à ce contexte de crise. Ce contexte qui a touché non seulement les aspects organisationnels ou les aspects de management, mais surtout les enjeux humains. Et donc, ils se sont trouvés vers des relations d'aide en continu, je dirais, une relation d'assistance, d'expliquer, réexpliquer les démarches de distanciation, des outils à mettre en place. Ils ont montré plus d'agilité et de résilience dans l'ADN managériel de tous les jours. Et donc, ils devraient s'adapter tout le temps pour pouvoir, je dirais, s'adapter à cette crise du Covid-19. Et puis, ils se sont trouvés beaucoup plus dans la notion de flexibilité pour réduire, je dirais, les risques managériaux liés à la perte d'emploi. Donc, on a un certain nombre de structures qui sont complètement fermées. Donc, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi. Je ne veux pas revenir sur les chiffres au niveau national, quelque chose comme 500 000 emplois de perte d'emploi. Donc, il fallait aussi gérer ce volet-là. Comment suspendre d'une manière provisoire le contrat du travail, l'arrêt partiel, l'arrêt total, etc. Donc, il y a eu un certain nombre de leviers de flexibilité pour lesquels il faudrait agir. Et puis, il y a eu, je note qu'il y a un courage managériel d'aller vers le télétravail. Donc, c'est vrai, pour certaines structures, les dispositifs étaient là, pour d'autres, ils n'étaient pas suffisamment préparés. Donc, il y a eu carrément un courage pour pouvoir sauver l'entreprise et engager les équipes et les collaborateurs, d'abord pour pérenniser les modes de management et travailler à distance, et dans la mesure aussi du possible, de gérer le retour à l'activité. Pour terminer cette première partie de décryptage, je dirais que au temps du Covid-19, les DRH ont joué un rôle extrêmement important, d'abord pour prendre des décisions le jour, dans l'immédiat, en se focalisant sur la gestion de crise. Ils se sont souciés de la santé et de la sécurité du travail, ce qui est extrêmement important. On avait toujours ce volet géré par les DRH, mais dans cette crise, je dirais, dans cette pandémie, la santé et la sécurité du travail aujourd'hui constituent un levier extrêmement important dans la vie carrément de l'organisation d'entreprise. Et puis, comment assurer la pérennité des entreprises? Je pense que les DRH ont joué un rôle important pour que leur structure hôtelière soit, je dirais, pérenne et pour qu'elle continue à créer de la valeur malgré la crise. Et puis, encore, c'est un moment qui a permis de capturer les faiblesses au niveau du management, peut-être découvrir quelques talents cachés parce que c'était un moment où il y a eu beaucoup de partage et d'échanges, et puis revoir aussi les plans d'action à mettre en place en gérant aussi en parallèle le stress des équipes, la peur par rapport à cette pandémie, les enjeux sociaux avec les partenaires sociaux et enfin gérer, je dirais, un contexte qu'on n'a jamais vécu auparavant. Et donc, je dirais que c'est vrai, il y a eu beaucoup de sentiments de déstabilisation, mais aussi il y a eu beaucoup de leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer pour préparer, bien évidemment, la phase post-crise. Voilà. Merci. Merci pour ces éclaircissements. Alors, comme on a dit, on voudrait plutôt parler de l'existant, de l'actuel. Comment on a géré le confinement, tout d'abord. Comment vous avez géré l'étape du déconfinement, par la suite du confinement qui s'est fait de manière progressive. Le retour de staff. Quelles étaient les difficultés majeures entre les deux? Quels étaient même les enseignements au niveau personnel pendant la période de la crise et comment est-ce que vous avez pu surmonter ces quelques enseignements et comment vous avez pu faire surmonter ces difficultés à votre staff? Je commence par Lala Iman. Bonjour à tout le monde, chères auditrices, chers auditeurs. Merci à la présence, merci à la GEF Marrakech, toujours présente dans le secteur et dans la dimension ressources humaines. Et je leur remercie encore plus pour leur présence assez forte durant ces temps-là, parce que
On apprend de la GEF, on apprend de nos professeurs, on apprend de vous. Et pour moi, personnellement, c'est un honneur et un grand plaisir de pouvoir participer à ce moment de savoir avec vous. Le sujet est à la page de tous les secteurs d'activité. Et si je dois parler notre propre expérience, je dirais que avec un petit recul, elle reste une très belle expérience parce qu'on a appris ce qu'on ne pouvait jamais apprendre dans un temps normal et on a vu ce qu'on n'aurait jamais pu apprendre ni sur une théorie économique, ni sur un paradigme économique, ni c'était quelque chose, je dirais, d'exceptionnellement qui nous est arrivé et ça a créé une synergie entre les ressources humaines en termes des personnes des ressources humaines et le reste de toutes les structures. Je clarifie, à ce moment-là, on avait à gérer plusieurs dimensions en même temps. Entre la dimension premièrement sanitaire, parce que c'est ce qui devient en plus, c'est ce qui était en premier lieu le plus important, la dimension sociale et la dimension humaine, parce que nous ne pouvons pas dire nous gérons l'humain, mais nous accompagnons l'humain et donc c'était notre rôle de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, pouvoir trouver le moyen de réconforter parce que c'était des moments très durs. Il y avait une dimension financière, il faut le dire, parce qu'à un moment donné, une entreprise qui ferme ses portes et qui ne fait plus de rentrée d'argent ni de réservation, ça pose énormément de problèmes. Une dimension aussi juridique, parce que peu importe la décision qu'on prend ou peu importe la direction qu'on prend, cette direction, par la force de notre position, par la force de notre métier, elle nous impose que toute décision prise doit être dans un cadre juridiquement acceptable. Et donc, toute la problématique et je dirais, la beauté de tous ces complexes vient du partage de toutes ces dimensions en même temps, où il a fallu gérer ça avec le top management, avec les collaborateurs, avec les financiers et en fin de compte avec nous-mêmes, parce que pouvoir amener des équipes à ce qu'ils puissent arriver à un objectif bien déterminé, comme disait John Maxwell, le meilleur des leaders et le meilleur style de leadership, je dois avoir, comme il disait, savoir I need to lead myself. Je dois d'abord savoir comment moi je dois gérer cette situation avant de pouvoir dire aux autres comment est-ce qu'on va procéder. Et donc moi, cette expérience, il a fallu faire un grand travail sur soi, il a fallu faire un grand travail de dissociation et d'empathie et de pouvoir vraiment être à l'écoute, communiquer au niveau de l'interne. Encore au niveau de la communication interne, qu'est-ce qu'on pouvait communiquer, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas communiquer, parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas dire à nos collaborateurs, bah, écoutez, on est arrivé à cette étape où on ne peut plus faire ça. Et donc, à un moment donné, il fallait communiquer dans un cadre bien précis, tout en laissant le bas de l'iceberg qui était géré à part. Et on ne pouvait communiquer qu'une fois on arrivait à prendre les décisions et arriver les validations avec le top management, avec les propriétaires, avec les gestionnaires. En temps normal de crise, on dit toujours qu'il y a toujours le couple direction générale et ressources humaines. Moi, dans cette expérience-là, c'est devenu triangulaire. C'est une relation triangulaire parce que la direction financière a joué un très grand rôle dans cette étape parce que c'était notre passage pour pouvoir accéder à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on voulait, aux étapes, aux solutions qu'on voulait mettre sur le terrain. Une autre chose aussi, durant cette expérience que j'aimerais partager avec vous, c'est le retour au spirituel, qui est très important parce qu'à un moment donné, et ça fait partie aussi de notre culture, que quand on est devant un fait accompli et pour lequel, pour l'instant, on n'a pas de vision et on ne voit pas le bout du tunnel et on ne sait pas où on va, ben on revient au spirituel. Et je voudrais mentionner une chose ici, c'est que depuis le début de la crise jusqu'à
jusqu'à avant qu'on le reprenne, je dirais vers octobre, j'ai eu un de nos collaborateurs que je salue dans le passage et avec qui j'ai eu beaucoup de conversations sur ce sujet parce qu'on avait des cas socialement très difficiles à gérer et il fallait gérer des cas par cas et faire des objections, je dirais, par rapport à certains cas parce qu'on ne pouvait pas les laisser de côté, il fallait prendre le tout en question. Et chaque cas qui était assez spécial aussi, il fallait le tirer et essayer de trouver une solution. Et après 4 ou 5 mois, il est venu me dire, il m'a dit, madame, vous vous rappelez, le premier jour, on s'est dit, mais ce n'est pas possible, on ne pourra pas y arriver. Il m'a dit, ben, vous voyez, on va bien, tout va bien, et c'est ça et ça m'a donné une force incroyable parce que croire en Dieu et croire en Dieu, c'est être dans le positif, c'est être dans une dimension de dire, ok, voilà la situation actuelle, on va s'en sortir. C'est de la résilience, c'est de l'agilité et c'est aussi de l'empathie et de la compréhension de l'autre. Et je vous remercie. Parfait, merci beaucoup, Lala Iman. Lala Siham, même question, par contre, avec beaucoup plus de précision sur la partie RH administrative. Quelles étaient les difficultés administratives au niveau RH pendant la crise? Tout d'abord, je vais commencer par vous remercier de m'avoir invité sur ce panel et d'être dans un groupe qui est très riche en personnes, en expérience et en diversité. Donc, c'est un honneur de faire partie de ce groupe et de faire partager aussi mon point de vue et mon ressenti de cette crise. Alors, les difficultés administratives sont assez complexes dans le sens où, bien sûr, la gestion des contrats a été l'une des priorités numéro 1 parce que tout de suite, en ayant cette baisse de revenus, la conséquence directe, sans même, je pense, trop réfléchir, c'est bon, il faut couper les coûts et les plus grands coûts, bien sûr, des entreprises, c'est le coût des employés, tout simplement, de l'infrastructure. Donc, il a fallu qu'on revoie les contrats, qu'on revoie notre structure, qu'on revoie les tâches qui sont assignées, devoir développer tout ce qu'on appelle le multiskilling, donc avoir une personne qui fasse plusieurs tâches en même temps, devoir communiquer avec nos employés sur quel est à être l'avenir, parce qu'on est arrivé en crise. Nous, dès que le confinement en fait a été annoncé, nous avons fermé l'hôtel au même moment. Donc, on est passé par une phase où on a dû fermer l'hôtel. On l'a fermé pendant 3 mois. Et donc, par conséquent, il a fallu qu'on gère au niveau RH à distance. Et ça, c'est une expérience que je n'avais jamais vécue avant parce que vous savez, on est toujours sur le terrain, on est à l'hôtel, et on gère le face-à-face là, donc on a dû gérer à distance. On avait des personnes qui arrivaient à des fins de contrat pendant la fermeture de l'hôtel. Donc ça n'a pas été facile à gérer parce que bien sûr, faire les STC, s'organiser avec les gens qui avaient quitté la ville pour aller dans leur ville natale, parce que moi j'ai une bonne majorité à Tanger qui ne sont pas tangérois, qui viennent de toutes les villes du Maroc. Donc il a fallu qu'on coordonne avec des gens de Oujda, des gens de Agadir, des gens de Marrakech, et ça n'a pas été évident. Donc on a été vraiment mis un peu au fait accompli parce que la fermeture c'était pas une décision qu'on a pu planifier sur 6 mois ou en avance. Ça a été une décision qui a dû être faite assez rapidement. Donc une gestion qui est assez atypique, assez différente. Et donc il a fallu qu'on s'organise, qu'on communique énormément. Pareil, les moyens de communication que nous avons sont majoritairement via email et via notice board, tout ce qui est tableau de bord, etc. Tout ça. Pardon, là, on a beaucoup de gens Oui. Pardon, oui. On nous fait juste la remarque qu'on nous entend mal. Peut-être juste s'approcher des micros. Merci. D'accord. Vous m'entendez là maintenant? Oui, vas-y. Vous m'entendez mieux? Oui, bien sûr. Vas-y, Siam. C'est mieux là? Oui, c'est mieux, Siam. D'accord.
Donc, je disais, les moyens de communication, la communication a été l'une des grosses difficultés aussi, parce que on n'avait pas de communication verbale ou de groupe, on ne pouvait pas faire de réunion, tout ça, donc ça a dû passer beaucoup par le téléphone, par les groupes WhatsApp, on a essayé d'organiser des webinaires, etc. Donc, une forme de communication nouvelle pour nos employés, surtout pour nos femmes de chambre, nos valets, nos stewards, etc. Donc, ça a été une des difficultés qu'on a dû gérer. Et puis, donc ça, c'est plutôt en ce qui concerne la gestion administrative. Ensuite, comme Iman l'a déjà dit précédemment, c'est la gestion entre les financiers, la direction, nous, le siège, la compagnie propriétaire. Et ça, pour nos RH, on a dû jongler un peu avec tout le monde parce qu'il faut qu'on satisfasse les demandes que nous recevons. Mais en même temps, il faut qu'on essaye parce qu'on a un impact social, non seulement vis-à-vis de nos employés qui sont à l'hôtel, mais aussi les conséquences que ça peut avoir dans leur famille. Donc, essayer de préserver l'emploi qu'on avait et surtout le peu d'informations, parce qu'on n'avait à ce moment-là aucune visibilité sur notre réouverture, sur comment on allait attaquer notre haute saison. Parce que nous, contrairement à Marrakech, à Tanger, la haute saison, c'est vraiment l'été. Et le reste de l'année, c'est un type de business qui est assez différent. Donc, ça a été assez difficile, en tout cas d'un point de vue RH, mais assez intéressant dans le sens où quand on a préparé la réouverture, bien sûr, on a essayé les contrats qui se sont arrêtés pendant la fermeture. Ça a été notre priorité. Donc, notre priorité, c'était de les réembaucher pendant au moins la période estivale. Et puis ensuite, après, réessayer de les intégrer dans l'hôtel comme on pouvait. Donc, pour moi, quand on parle des difficultés, bien sûr, il y a les difficultés sociales, enfin, de l'entreprise au niveau de la gestion des coûts et la gestion générale RH. Mais c'était aussi les difficultés sociales parce que, comme Iman et je suis sûre, comme Loubna et Tarek, notre engagement social et nos conversations avec les problématiques que nos employés devaient gérer à ce moment-là et qui doivent gérer jusqu'au jour d'aujourd'hui sont très, très difficiles à gérer. On absorbe un peu tout le côté négatif. On doit en sortir le côté positif parce que aussi notre rôle social, c'est de toujours donner de l'espoir à nos employés et les encourager à toujours voir les choses d'un point de vue positif et d'essayer à contribuer à ce qu'on n'ait pas cette idée de fin de l'industrie. On est une grosse difficulté, mais je suis sûre et on est tous certains que le tourisme va reprendre de ses ailes très prochainement. Voilà. Certainement. Parfait. Loubna et Tariq, juste pour couvrir chronologiquement toutes les périodes de la pandémie, j'aimerais savoir comment ça a été la gestion au niveau du déconfinement, qui s'est fait bien sûr de manière progressive. Et je sais qu'il y a eu pas mal de difficultés à faire encore impliquer et engager les employés pendant le retour. Alors, quelles étaient en quelque sorte ces difficultés? On commence par Loubna. D'accord. Donc, d'abord, je salue mes confrères et les remercie pour leur partage. Merci également à la GEF pour ses efforts continus en matière de partage de bonnes pratiques et partage d'expériences entre confrères. Et mes salutations à l'audience aussi. Donc, effectivement, le déconfinement s'est fait graduellement. Étant donné que nous n'avions pas d'informations sur la reprise en elle-même. Donc, on n'a pas pu forcément être en marge avec les prévisions d'occupation et notre saisonnalité d'occupation, puisqu'on n'avait pas de visibilité sur les ouvertures de l'aérien de la ville de Marrakech.
et il fallait reprendre on a fermé pendant 6 mois en laissant en place une équipe extrêmement réduite, notamment administrative et bien sûr commerciale. Donc, nous avons dû, à un moment donné, et pour éviter les déplacements et les rassemblements au sein de l'établissement, adopter le télétravail ou bien pour quelques-uns par rapport à leur obligation travail sur site et carrément dans plusieurs cas l'hybride. On a fait l'hybride entre les deux. Et la reprise, c'était faire reprendre confiance à nos collaborateurs que le terrain est propice à la reprise, déjà sur la partie sanitaire. Donc, le groupe, la préparation d'un certain nombre de modules de formation qu'on a appelé All Safe, donc pour avant toute reprise, donc toute personne soit briefée sur les bonnes pratiques à adopter pour justement reprendre le travail selon les nouvelles données sanitaires. Aussi, il a fallu travailler en équipe réduite, donc on n'a pas pu reprendre toutes les équipes puisque l'activité ne le permettait pas et le taux d'occupation ne le permet pas et ne le justifie pas d'une certaine façon. Mais on a dû travailler sur plusieurs mois en permanence, en système de permanence par équipe. Là, il a fallu faire un gros travail toujours de communication pour s'assurer du bon niveau d'information que reçoit l'employé et aussi pour lui assurer le soutien nécessaire. Donc, le bon niveau d'information, c'était surtout le mettre à jour par rapport à toutes les nouveautés que nous-mêmes, on devait être à jour et qu'on recevait pour pouvoir les appliquer, en même temps informer nos partenaires de ces nouveautés et de leur application. Aussi, il a fallu faire un gros travail de réconciliation de cette population entre ceux qui sont restés opérationnels, ceux qui devaient faire du télétravail, ceux qui devaient être en chômage technique, et donc leur expliquer ce que ce sera à tour de rôle, c'est par rapport aux postes en eux-mêmes, c'est par rapport aux fonctions, c'est par rapport à la clientèle. Donc là, le plus gros du travail du RH, c'était la communication pour pouvoir réussir l'équilibre déjà entre la transparence de l'information et en même temps la confidentialité. Il faut dire ce qu'il faut tout en respectant la confidentialité de tout un chacun et des informations administratives, financières, mais tout en faisant comprendre aux collaborateurs les subtilités au fait financières, le pourquoi au fait de ces réductions et de cette réorganisation au fait de travail. Donc c'était surtout ça le challenge. Et puis certainement les DRH, ils ont dû faire appel à leurs compétences de diplomatie. Ils sont devenus des politiciens pendant cette période. Oui, et comme oui, allez-y. Oui, pardon. C'est à dire, même question, confinement, déconfinement, retour progressif, quel était le plus difficile? Tout d'abord, Siassir, je tiens à remercier chaleureusement l'AGEF pour m'avoir invité à ce webinaire pour partager notre expérience, l'expérience d'Alain Genlin en termes de gestion RH, purement RH, durant la pandémie. Donc, à l'image des autres établissements hôteliers, donc nous avons dû gérer deux phases difficiles. La première phase, c'est celle de confinement depuis que l'État a décrété l'état d'urgence depuis le 23 mars jusqu'au 15 juin. Donc, durant cette étape-là, donc, et nous n'étions pas plus intelligents que nos confrères et nos consoeurs, et comme ça a été mentionné, donc nous avons procédé durant la fermeture à la mise en place du staffing minimum. Nous avons effectué également la continuité de travail à distance, pour ne pas dire télétravail, parce que on n'a pas été bien préparé pour le télétravail.
Voilà, donc là, la continuité de travail nous concernait quelques postes, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les postes support. Donc, il a fallu continuer l'activité au niveau des ressources humaines, en termes de paie, du personnel, en termes de veille par rapport aux mesures mises en place par le gouvernement, par rapport à la communication surtout, comme mentionné par mes collègues. Donc, cette phase a été marquée par la communication et c'était la phase la plus difficile sur le plan psychologique. Donc, communication qui était, je dirais, par téléphone, par mail et surtout par des messages vocaux pour cibler l'ensemble des employés. Donc, nous avons maintenu le contact régulier avec notre staff pour leur apporter le soutien et le réconfort nécessaire pour garder le moral dans cette phase très, très difficile. Durant le confinement également, nous avons maintenu le contact avec les managers de proximité et avec les partenaires sociaux et ça, c'est un point très, très important. Donc, à travers des meetings, je dirais réguliers, bien sûr, en mode vidéo surveillance. Donc, cette phase-là, du 15 mars au 15 juin, a été marquée par la communication. Nous avons repris progressivement après le déconfinement, donc à partir du 15 juin. Et là, le DRH a mis la casquette du coach. Donc, nous étions présents sur le terrain pour justement accompagner les managers de proximité par rapport au protocole de nettoyage, ce qui est très, très important. Donc, tout en respectant les guidelines et les recommandations de l'autorité et de notre siège, bien sûr, par rapport au bien-être, au ONS de nos collaborateurs et collaboratrices et des clients. Donc, nous étions sur le terrain et nous le sommes toujours. Donc, pour accompagner les managers de proximité, nous avons, en période de déconfinement progressif, donc, établi des formations sur le terrain. Enfin, c'était des formations on the job pour, s'assurer de la compréhension et de la compréhension du protocole sanitaire et du protocole de nettoyage. Les difficultés majeures rencontrées, que ce soit au niveau de la première phase ou bien de la deuxième phase, c'était le challenge, je dirais, de trouver la balance entre la survie de l'entreprise et la préservation des emplois. Et c'est là tout le challenge de l'ensemble des DRH, j'imagine, parce que vu la cessation d'activité, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de service charge, donc la question majeure c'était comment faire survivre notre entreprise et préserver l'emploi. Et là, donc nous étions bien évidemment comme nos confrères et nos consoeurs, nous étions contraints et obligés de mettre en place, de procéder à des mesures pour visant l'optimisation et la compression des coûts. Parmi les challenges également, c'était au quotidien le suivi régulier des collaborateurs, parce que là on n'était pas uniquement devant des process, mais on devait gérer des réflexes au quotidien, c'est-à-dire on parle de la distanciation sociale, quand on parle du lavage des mains chaque 20 secondes, chaque heure ou bien chaque 2 heures, quand on parle de la planification du temps de travail. Donc, on n'était pas préparé pour tout ça. Et tout le challenge était de suivre régulièrement et de jouer le rôle du coach et parfois le rôle du policier sur le terrain.
Autre challenge, si vous permettez, c'était le suivi. Et là, vous pouvez être d'accord avec moi. Donc, le suivi des cas suspects au sein de l'entreprise, voire même les cas positifs parmi les employés. Et je pourrais attester de la partie, je dirais, hard de ce volet-là, parce que il suffit pas uniquement de gérer la personne, mais au-delà de la personne, gérer sa famille, les 14 jours de quatorzaine ou de confinement, demander de ses nouvelles chaque jour, refaire le test pour reprendre le travail. Donc, tels sont les challenges et les difficultés rencontrées durant les deux périodes confinement, aussi bien confinement que déconfinement progressif. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est-à-dire, mettons un petit zoom sur les pronostics, étant censé prendre conscience du contraste avant et après le 14 mars 2020. Cela nous amène en quelque sorte à appréhender les changements à venir, à anticiper en quelque sorte le nouveau normal. Certainement, les entreprises gagnantes sont celles qui sauront implémenter les prérogatives du nouveau business model dans leur management. Ceci laisse à dire qu'un DRH, plus qu'un DRH est mieux préparé, plus il rendra son organisation plus résiliente et mieux adaptée au dynamisme du nouveau environnement. Alors, qu'a changé la pandémie tout d'abord dans notre manière de gérer? Et le nouveau normal ressemblera à quoi exactement au niveau des choix de candidats, au niveau de typologie d'action de formation? Est-ce qu'on aura un penchant beaucoup plus vers la performance ou bien vers la qualité, la fidélisation ou bien moins d'attachement est privilégié pour les collaborateurs? Toutes ces questions et autres, on les verra juste après le décryptage de Saïd Al-Ali Tazi. Merci, Yassir, pour ce premier tour de table virtuel. Alors, pour moi, le retour à la normale est une question qui est relative. De toutes les manières, cette pandémie, nous allons la vivre, je dirais, en quatre grands blocs, quatre étapes. D'abord, il y a le moment de la crise, donc un moment qui a été, je dirais, de rupture, d'arrêt. Il y a eu deuxième moment après qu'on commence à déconfiner. Donc, il y a eu quand même, on a essayé, et les entreprises et les DRH particulièrement, ils ont essayé de se poser des questions. Quelles sont les meilleures façons et les meilleurs outils pour pouvoir assurer la survie d'abord de l'entreprise, la survie des postes et je dirais, dans une troisième phase, c'est une phase où il faudrait faire les ajustements entre ce que nous avons réussi, ce que nous n'avons pas réussi, pour pouvoir peut-être ambitionner dans, je dirais, le moyen terme, comment aller pour remonter, je dirais, la pente et d'aller vers la performance que connaissait le secteur au niveau national et au niveau régional. Donc, bonne nouvelle, je pense que même aujourd'hui, les aéroports vont reprendre rapidement, je dirais, les activités. Donc, ils sont en phase aussi de cette phase d'ajustement pour pouvoir ouvrir un peu le ciel et préparer la phase, je dirais, de redémarrage, je dirais, de l'activité. Mais je dirais que nous avons aussi remarqué que c'est vrai, il y a eu beaucoup de bonnes pratiques que nous avons observées sur le terrain. D'ailleurs, le témoignage des DRH, nous avons senti, même personnellement senti, cette dimension humaine, cet engagement aussi des responsables et des managers. Un engagement d'abord sur le terrain et un engagement vis-à-vis de l'entreprise et aussi vis-à-vis des parties prenantes. Parce que cette phase a connu aussi, je dirais, en réseau. Il devrait y avoir travaillé aussi avec les autorités, à chaque fois réagir par rapport, je dirais, aux recommandations du comité de veille économique, donc être toujours à l'écoute par rapport à ce qui a été acté. Et bien évidemment, il faudrait envisager que s'il y a aujourd'hui cette pandémie, il faudrait mettre en œuvre ou la penser qu'il y aurait peut-être la survenance d'autres crises. Et donc, la notion de crise constituera sans nul doute un outil de pilotage
je dirais, de l'entreprise. Et là, c'est une variable qu'il faudrait peut-être aujourd'hui la prendre en considération dans l'acte managérial. Et c'est un moment de dire, puisque c'est un moment de crise et de rupture, donc je dirais le management avant la pandémie et après la pandémie, il faudrait, je dirais, repenser encore une fois le mode de pilotage de nos entreprises, parce que le monde d'hier ne sera pas d'aujourd'hui et demain, il sera encore, je dirais, plus dynamique, plus connecté, mais aussi plus porteur, je dirais, d'autres formes de crise. Et de toutes les manières, les chefs d'entreprise, les DRH, les directeurs financiers, les parties prenantes en interne et externe doivent, je pense, envisager d'autres modes de pilotage. Nous avons vu aujourd'hui beaucoup d'agilité, beaucoup de flexibilité, mais cette crise elle a imposé non seulement le changement en termes de vocabulaire, et moi j'ai remarqué qu'il y a eu quand même un changement énorme quand on parle d'engagement, quand on parle d'écoute, quand on parle de l'esprit collaboratif. Donc, c'est des termes aujourd'hui qui constituent un changement non seulement au niveau du vocabulaire RH, mais aussi au niveau des modes opératoires à mettre en place pour anticiper le futur. Et aussi, la gouvernance des personnes aujourd'hui doit se décliner non seulement sur le plan collectif, mais aussi en individuel. Et donc, on a vu maintenant quand il y a eu des cas positifs, donc il fallait aller vers des personnes et encore aller chercher sur le plan collectif, d'aller même vers, comme a dit Tarek, chercher vers la famille, est-ce qu'il y a eu de l'assistance et de l'appui. Et donc, généralement, c'est une question pour pouvoir repenser un peu le rapport à la notion de temps. Donc, quand on travaille aujourd'hui à distance, peut-être qu'on va pouvoir gérer mieux la question de temps, mais aussi la question de l'humain. Le rapport par rapport à l'espace de travail, il ne sera pas le même. Et donc, même le rapport par rapport au travail lui-même, il va être changé. Donc, pour, je dirais, terminer, le mode de gestion d'hier ne sera pas celui de demain. Donc, il faudrait aller repenser les recrutements, la formation, l'évaluation des collaborateurs, les attentes aussi en termes de carrière, comment on va engager le dialogue pour pouvoir assurer une certainité à l'entreprise. L'intérêt aussi de la veille stratégique est extrêmement important aujourd'hui d'avoir ces réflexions par rapport à la veille managériale, mais aussi à la veille de la prospective des métiers. Le métier RH est en train de changer. Un certain nombre de chercheurs et de praticiens cette année qui sont en train d'en parler, mais je pense aujourd'hui avec cette pandémie, on est pratiquement sûr que la préparation vers des nouveaux métiers, vers de nouvelles spécificités du métier RH, peut-être demain on va trouver un RH spécialisé dans la partie juridique, d'autres ils seront spécialisés dans le recrutement, donc il y aurait quand même une certaine configuration qu'il faudrait mettre en place. Et aussi, merci voilà, Ali pour le je termine là-dessus. En termes de management et en termes de travail, je pense que la question sera posée pour pouvoir un peu revoir d'autres modes opératoires et d'autres configurations en termes de gestion RH. Merci. Merci Ali pour ces éclaircissements. Justement, parlons du nouveau mode opératoire. La digitalisation, on en parle tous. Et pour vous, Loubna, la digitalisation sera-t-elle un phénomène passager ou bien c'est une pratique qu'on va garder ancrée comme étant une nouvelle manière de gérer? Vous avez parlé de retour à la normale. Je crois que le monde entier ne retournera pas à la normale. Donc, c'était une leçon à tous les niveaux, non pas seulement RH, mais à tous les niveaux humains, je dirais. Comme quoi, rien n'est acquis, rien n'est sûr. On a beau se préparer en matière de gestion des risques et toutes les options à risque qui pourraient intervenir, personne n'était prêt pour ce phénomène qui était le Covid. Donc, normal, non. C'est un changement radical que connaîtra l'organisation. Pour nous, l'hôtellerie, je dirais que oui. Donc, la digitalisation va devenir le mot d'ordre. Donc, pour la partie RH, on va passer sur on a déjà commencé à travailler sur une plateforme RH
qui couvre tous les volets, recrutement, formation, donc on était sur la formation à proximité, donc en salle. Là, on passe sur les formations à distance. Les réunions, comme on le fait là maintenant, donc elles sont toutes à travers des systèmes et le web. Et donc, la partie RH administrative, donc, elle est relativement informatisée, mais elle va le devenir encore plus. Maintenant, il va falloir surtout mettre en place et penser à une nouvelle organisation du travail et les aménagements des horaires selon la conjoncture économique. Bon, je parle toujours pour l'hôtellerie. Et puis il y a aussi donc ce qui sera le mot d'ordre pour nous, c'est un redéploiement. Penser à un redéploiement de l'effectif existant, identifier les activités en tension, soit en sous-effectif, soit en sureffectif, et redéployer les compétences de ces équipes, et aussi les formations et l'accompagnement qui devraient servir à accélérer les mobilités pour pouvoir couvrir tous les besoins. Bien sûr, ça va se faire par étapes, puisque oui, il y aura une reprise, on l'espère bientôt, mais la situation ne redeviendra pas forcément comme elle était avant le Covid. Donc, on compte sur une reprise effective pour le secteur touristique. On parle de 2023. Bien sûr, le client lui-même, ses attentes vont changer, d'où même la partie structure devra changer et s'adapter pour pouvoir, d'une certaine façon, éviter au maximum tous les risques potentiels sanitaires. Donc, voilà, par rapport à notre vision de la chose. Merci, Loubna. Pour Siham, j'aimerais te demander par rapport puisqu'on est en train de confronter une crise économique sans précédent, comment peut-on maintenir l'investissement dans la formation qui est malheureusement considérée comme un coût au lieu d'une valeur ajoutée? Siham? Pardon, vous m'entendez? Ouais, maintenant on vous entend. Oui, je disais, je pense que ça va être une grosse bataille pour les RH de devoir défendre notre budget formation sur les prochaines années, parce que bien sûr, c'est vu la plupart du temps comme étant pas nécessaire ni prioritaire, et que on doit gérer, on doit minimiser nos coûts jusqu'à ce qu'on puisse recouvrir d'un point de vue économique les pertes qu'on aura endurées en 2020 et en 2021. Mais c'est important, hein, c'est très très important la formation. Il ne faut pas justement sous-estimer l'importance que c'est. Ça a définitivement une valeur ajoutée. Je pense que la formation va se transformer de plus en plus. Va se transformer, c'est-à-dire que va de plus en plus être digitalisé qu'auparavant. On avait donc de plus en plus de formations en classe et sur le terrain, etc. Là, il va falloir qu'on utilise les outils informatiques. L'avantage de groupes comme internationaux, comme Hilton, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un travail en amont qui a été fait, où de plus en plus d'applications en ligne sont accessibles directement sur votre téléphone portable. Donc ça, c'est un travail qui a déjà été fait et qu'on encourage à développer. Il y a en plus de plus en plus d'études qui ont été faites dans ce sens-là, dans le sens où la formation fera partie l'une des applications qui sera le plus utilisée avec les autres qu'on utilise maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est entertainment, information générale, tout ça. La formation en elle-même, pour son propre développement, sera aussi un élément clé sur le futur de la téléphonie mobile. Donc voilà, je pense que la formation va de toute façon toujours exister, va changer de forme, va se digitaliser de plus en plus. Et sera à valoriser dans les prochaines années, parce que la formation dans l'hôtellerie, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours
tous les ans à tous les niveaux. Et ça fait partie du développement de soi et à tous nos employés. Donc, c'est très important. Voilà. C'est vrai, j'encourage énormément notre cher auditoire d'interagir avec les intervenants. Et pour vous, Iman, si on devait se préparer à l'avance, comme si c'était à refaire cette crise, on n'espère pas bien sûr, mais avec un peu de recul et après presque une année de la crise, qu'auriez-vous fait autrement pour vous préparer correctement à affronter une telle crise? Merci Yassir. Alors, nous, c'est une situation un peu complexe parce que The Oberoi Marrakech a ouvert en décembre 2019. Et là, c'est vraiment la sensibilité de la situation, à savoir qu'en octobre et en novembre, on recrutait un capital humain à qui on donnait des promesses, à qui on voulait motiver, que nous avons formé et sur lequel nous avons aussi énormément investi parce que nous avons ramené une task force spécialement de notre corporate office de l'Inde où nous avons aussi notre centre the Oberoi Center of Learning and Development parce que le groupe Oberoi, il a son entité, son institut de tourisme qui est considéré comme l'un des meilleurs en Inde et on a bien investi sur ce plan, on a bien formé nos collaborateurs au recrutement et au niveau de durant leur période d'intégration. Et après 3 mois, on se retrouve à fermer l'hôtel. Donc ça, c'est pour rejoindre un peu ce qu'on dit les condisciples il y a un moment, c'est qu'on ne pouvait pas venir et dire à nos collaborateurs, bon, on va arrêter, vous devez partir. Donc moi, si je devais refaire, j'aurais attendu l'ouverture de notre hôtel, que tout ça soit passé. Peut-être que si j'avais su, mais... Ça va pas plaire au propriétaire. Donc, maintenant, moi, ce que je voudrais aussi saluer et mettre à l'avant, c'est l'engagement que ce soit des gestionnaires ou des propriétaires par rapport à leur capital humain, parce qu'on avait la possibilité, effectivement, on avait beaucoup de périodes d'essai qui étaient toujours en période d'essai, on pouvait arrêter beaucoup de choses, mais je suis fière de dire que nous n'avons pas arrêté nos collaborateurs, à part ceux qui voulaient partir ou qui ont préféré partir chez eux parce qu'ils ne sont pas de Marrakech. Et vraiment, ça, c'est vraiment à l'honneur au groupe Oberoi, à notre direction générale, à notre direction financière, parce qu'on s'était vraiment battu derrière pour pouvoir supporter. Si on a des choses, je ne saurais pas vous dire exactement quoi faire, mais l'avantage de ce qu'on a vécu, c'est qu'on a commencé. Et là, maintenant, ces jours-ci, si Thésy sera d'accord avec moi, c'est que maintenant, on commence à parler d'innovation frugale. Et on a appris à émerger avec des solutions de rien du tout. On devait avoir le même résultat ou ne pas descendre plus de ce qu'on offrait, que ce soit à nos collaborateurs ou ce qu'on devait mettre sur place ou en place en termes de dispositions sanitaires et gestes barrières et protection de nos employés à l'enceinte de l'établissement. Mais en même temps, on était confronté aussi à un budget assez important et colossal et pour lequel nous n'avons pas budgétisé. Et donc, c'était là la meilleure façon de pouvoir combiner toutes les synergies et synchroniser les pensées et les apports de tout un chacun. On a innové et c'est vraiment, ça devient un champ de recherche, à savoir cette innovation frugale qui sort de rien du tout, mais à la fin de la journée, on arrive à quand même à trouver des solutions, à adapter, comme terme par exemple de transport, où on ne pouvait plus faire nous qui existons, c'est Tarek, je suis sûre, est d'accord avec moi, qui existons à l'extérieur de la ville, où on doit assurer le transport de nos collaborateurs, qui a quand même un coût assez important sur les charges du budget RH. Ben, il fallait continuer à faire la même chose, mais le faire avec un moindre coût, mais continuer quand même à le faire, ce qu'on a pu faire. Donc, moi, l'apprentissage de toute cette expérience, c'est vraiment dans l'agilité, dans la résilience et dans l'acceptation des choses. Et le fait qu'on a eu une crise qui nous est rentrée dedans, et à un moment donné, ben, on ne va pas dire non, ce n'est pas la repousser, c'est vraiment
to embrace it et dire, voilà, on a ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on essaiera de sortir avec ça. Et l'une des choses auxquelles que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est qu'il y a eu une très belle synergie avec plusieurs DRH de la ville de Marrakech, parce qu'à un moment donné, les barrières se sont cassées et on se retourne vers l'autre. On n'est plus tout seul dans son petit coin et on fait nos choses à nous et on est recroquevillé sur nous. Il y a eu une ouverture à l'extérieur, c'est Tarek pour aller confirmer, et on devait s'appeler et dire qu'est-ce que vous faites, et on s'imprégnait des expériences de l'autre. Donc moi, si je devais me préparer pour une crise pareille, je me serais concertée avec mes confrères au début, je me serais préparée psychologiquement avant et j'aurais essayé d'innover sur plusieurs choses auparavant avant d'être frappée par la crise. Voilà. Parfait, merci beaucoup Iman. C'est Tarek, comment tu envisages le retour à la normale, ou bien plutôt retour au nouveau normal, ou bien passage au nouveau normal, plus correctement, en termes de mode de travail, tout d'abord en termes de mode de travail, et quelles seront les nouvelles pratiques à mettre en place? Merci Yassir. So back to normal, mais certaines habitudes, bien évidemment classiques, doivent être réinventées et repensées. Je pense que dorénavant, fini les réunions physiques qui durent pour longtemps, fini les regroupements de salariés pour parler de ceci ou de cela. Donc, je pense que l'accent sera mis sur la réinvention et des nouvelles pratiques. Prenons l'exemple de la formation, par exemple. Avant la pandémie, donc on se plaignait toujours qu'on n'a pas le temps de faire la formation parce qu'il y a beaucoup de business, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Maintenant, avec la digitalisation et avec la situation que nous avons vécue tous ensemble, je pense qu'on va s'orienter vers les formations à distance et chaque collaborateur pourra choisir le créneau qui lui convient. Si on parle par exemple de travail à distance, maintenant on n'est pas préparé et on n'a pas encore préparé le télétravail. C'est le moment de préparer le télétravail, surtout pour les fonctions support. Et là, je parle de la fonction des ressources humaines, ressources financières, des achats, de la réservation, bien évidemment, dans le secteur de l'hôtellerie. Donc, mettre en place une charte de télétravail, donc en termes de livrables, en termes d'assurance, en termes d'assiduité et de livrables, comme j'avais annoncé. Il y a un autre point qui me semble très important en termes de changement de pratique, c'est l'aménagement de temps de travail. Donc, est-ce qu'on va rester dans le schéma classique des horaires, c'est-à-dire 9h, 17h, 7h, 15h, 15h? Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura une révolution de ce schéma classique et le temps sera aménagé en fonction de l'activité. Donc, la crise a prouvé bel et bien qu'on peut adapter notre planning et l'ajuster en fonction du niveau de l'activité et du niveau du business. Un autre point qui est important en termes de back to normal, c'est de repenser et de repositionner plutôt la fonction RH comme une fonction partagée. Donc, ce n'est pas uniquement la responsabilité du DRH ou de l'équipe RH de gérer les questions relatives à l'aspect des ressources humaines, mais nous sommes tous DRH, comme dit notre professeur Jean-Marie Peretti, nous sommes tous DRH. Et là, je pense, c'est le bon moment d'inculquer cette culture, si vous voulez, qu'on soit tous responsables et qu'on gère tous le facteur humain, comme on l'avait bien fait durant cette crise. Donc, mot d'ordre par rapport au back to normal, bien sûr,
digitalisation des ressources humaines. Ça, c'est un must, surtout en termes de formation. Et là, je peux partager avec vous notre expérience au niveau de notre établissement. Donc, nous avons contracté avec une plateforme de formation, de e-learning, où chaque collaborateur peut accéder soit sur son ordi ou soit sur son smartphone pour accéder à des formations spécifiques et sur mesure de l'hospitalité. Voilà. Travail à distance, nous sommes en train de réfléchir sur cette opportunité. Quels seraient éventuellement les postes concernés par ce type de travail? Et pour l'aménagement du temps de travail, ça va être tout le challenge au moment du back to normal. Parfait. Merci, c'est Tariq. Passons au rôle du DRH du post-Covid. Le DRH, comme vous le savez, il est en ligne frontale, a le devoir de traduire les changements organisationnels et environnementaux sur les RH. Comme démontré empiriquement sur en maintes études académiques, plus la politique RH est ancrée dans le social, plus elle favorise la résilience organisationnelle. En même temps, la segmentation commerciale ne sera plus la même. Et il y aurait donc un redéploiement du positionnement marketing, de type de clientèle, de segmentation du marché, raison évidente que le management du capital humain doit changer de comportement et se détacher émotionnellement des anciennes routines pour gagner en agilité managériale, c'est-à-dire faire des tâches et faire réaliser des missions par les employés. Une agilité suffisante pour s'aligner sur le nouveau besoin. Parlons polyvalence, parlons GED et gestion électronique des documents, des SIRH, plus d'employabilité des effectifs, déclenchement de charges de masse salariale en fonction des besoins et missions. Y aura-t-il une émergence d'un nouveau modèle conceptuel du métier RH, c'est-à-dire le DRH, est-il encore censé gérer l'administration? L'administrateur qui interprète et qui applique des textes de loi et faire régner la discipline, ou bien verra-t-on voir l'émergence du DRH facilitateur, du DRH coach, ou bien du DRH qui donne du sens aux employés? Arrivera-t-il peut-être à favoriser le collaborativisme et beaucoup moins de gestion directive, d'ordre et de consignes? Qu'en est-il de l'implication organisationnelle en même temps des employés, que ce soit de l'implication calculée ou émotionnelle? L'engagement des employés autour du même projet de l'entreprise qui ne peut être actuellement que la quête de stabilité financière et de performance commerciale. Ces questions et autres, on va tout de suite les aborder juste après le décryptage. Said Ali Tazi, à toi l'honneur. Merci, c'est Yassir. Alors, je dirais le mot d'ordre, d'après ce que nous avons partagé ensemble, c'est qu'aujourd'hui, les DRH, ils ont gagné en légitimité. Et particulièrement leur positionnement dans les comités de direction et vis-à-vis du top management. Donc, cette pandémie, cette période de crise sanitaire, je dirais, a accéléré les changements opérés par rapport à ce métier et bien évidemment, citer davantage d'aller vers ce que nous avons partagé ensemble. Nous avons écouté les DRH. Je pense qu'on est tous d'accord qu'ils étaient beaucoup plus attentifs, beaucoup plus collaboratifs. Et donc là, c'est un style de management qui est beaucoup plus humaniste, qui est beaucoup plus à l'écoute et qui prend en considération ce qu'on appelle aujourd'hui le rôle de la richesse humaine, je dirais, pour aller vers une performance dans son sens global. Donc, je dirais la performance non seulement financière, mais aussi la performance du capital humain. Et donc ce métier-là va être appelé à avoir d'autres missions dans l'avenir. Et donc, le post-Covid-19 prendra en considération, que j'ai écouté tout à l'heure, les DRH vont pouvoir travailler en réseau, se constituer en réseau. Et je pense que l'une des opportunités de cette pandémie, c'est que ça a créé un certain nombre, je dirais,
de réseau à se constituer, à se renforcer, à analyser avec une vue d'ensemble les problématiques que chaque structure a pu confronter et pouvoir apporter des solutions collégiales. Et encore, c'est une période où elle sera appelée d'aller encore investir plus sur l'innovation, sur particulièrement le numérique aujourd'hui, les médias, et donc c'est des outils à acheter, à investir, et qui seront, je dirais, des outils qui vont faciliter aussi le volet formation, la prise de décision, etc. Et donc, je dirais aussi renouveler cette fonction RH par rapport à la prospective. Donc, c'est vrai, ça fait des années qu'on en parle, que demain, c'est peut-être un métier sans mur, un métier à distance qui est en train de se mettre en place. Et donc, il est question aujourd'hui que cette période de préparation de la sortie de, je dirais, entre guillemets, de la crise, parce que je pense qu'il y aurait d'autres formes de crise. Et donc, cette agilité de la fonction va permettre plus d'adaptation. Et d'ailleurs, ça a été cité tout à l'heure, quand on parle du volet formation, la meilleure façon de sortir de la crise, c'est d'investir dans la formation. C'est le meilleur investissement. Les gens, ils sont, surtout quand on parle de cette période d'arrêt, donc les entreprises ici qui ont mis en place des plateformes de formation à distance, c'est un investissement et le retour d'un investissement, il sera certainement impacté sur les chiffres et les résultats je dirais, des entreprises. Donc voilà, tout court, ce sont les recommandations, ou peut-être les réflexions que les DRH vont pouvoir peut-être soit partager, soit mesurer. Et chaque structure, bien évidemment, c'est vrai, quand on parle du secteur du tourisme, les structures ne sont pas les mêmes en termes de, je dirais, de chiffre d'affaires, en termes de structure, en termes de territoire. N'oublions pas que le secteur n'a pas touché que la partie hôtellerie, donc il y en a d'autres secteurs qui ont été impactés. Et donc voilà, donc cette logique de DRH, c'est avec l'équipe de cadrement pour que l'hôtel soit un succès et qu'il opère d'une manière qualitative et qu'on puisse en ressortir les objectifs que nous avons mis dès le départ. Donc, le rôle de l'encadrement va évoluer dans le sens où le manager va développer de plus en plus de responsabilités parce qu'il ne faut pas s'engager. Hein. Les ressources qu'on va pouvoir développer, avoir dans les prochaines années vont être très, très réduites. Donc, l'encadrement doit être plus innovant, doit réfléchir à comment il va gérer ses équipes d'une manière différente. Comment il va pouvoir former ses équipes, comment il va pouvoir recruter ses équipes. Donc, l'encadrement va avoir de plus en plus de responsabilités et va devoir aussi s'adapter à cet environnement post-Covid. Et donc, du coup, le rôle va évoluer. Va aussi le côté digital aussi va aussi impacter l'encadrement parce que l'encadrement doit aussi se familiariser avec les systèmes de recrutement en ligne, va devoir se familiariser avec les systèmes de formation en ligne, va devoir développer des compétences dont il ne devait pas avoir auparavant. Donc, le rôle de l'encadrement va vraiment, je pense, évoluer. Et nous, notre rôle en RH, c'est justement de les soutenir à pouvoir être à même à fonctionner et à opérer dans les meilleures conditions. Voilà. Parfait, merci Sihan. Je reviens à Iman qui aime le côté spirituel dans le rôle du DRH et de l'émotionnel en quelque sorte. Quel serait en quelque sorte le rôle du DRH au niveau émotionnel à tout d'abord surmonter cette frustration et faire surmonter la frustration aux collaborateurs? Alors, CSL, c'est beaucoup d'écoute. C'est beaucoup de contacts, je dirais. C'est vrai que j'ai entendu mes condisciples et mes collègues parler beaucoup de digitalisation. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a découvert. C'est vrai qu'on a commencé à apprendre à travailler autrement. Sauf que mon humble opinion à moi,
par rapport à ma passion pour le métier que nous faisons tous, elle reste toujours ce contact humain. Elle reste toujours être là pour le collaborateur, elle reste toujours ce côté proche, parce que maintenant les ressources humaines ne sont plus, c'est-à-dire ben voilà, c'est une stratégie qu'on met en place et c'est une stratégie qu'on applique à tout le monde. À mon humble avis, les choses ont changé et maintenant c'est des politiques et une stratégie qui sont taillées par rapport à la personne que vous avez devant vous, par rapport à sa situation, par rapport à sa responsabilité, peu importe sa responsabilité ou peu importe sa catégorie socio-professionnelle. Et c'est là où je reviens à ce qu'a dit Siham par rapport au recrutement. Écoutez, pour moi, le recrutement, c'est l'une des choses les plus importantes de tout le processus qu'une personne puisse vivre avec nous au sein de l'entreprise et au sein de l'entité. Et j'en fais une prérogative et une priorité, à savoir rencontrer toutes les personnes qui seront recrutées, parce que quand je suis dans l'entreprise, on doit avoir, c'est ce moment-là où se crée ce contrat psychologique entre vous et l'entreprise. C'est ce que la personne vous promet qu'elle va mettre sur la table comme performance et comme un ajout et comme un apport pour l'entreprise. Et c'est là aussi notre rôle où on dit, ben voilà, on vous offre ça, on contrepartie de ça. Et même quelque part, quand il y a un petit problème conflictuel, vous revenez à la personne et vous discutez avec elle directement et vous vous rappelez, on en a parlé le premier jour. Donc même en parlant de contrat, que ce soit un CDI ou un CDD, franchement, pour moi, le plus important, c'est ce contrat psychologique qui est créé avec cette personne. Donc, je reviens à dire que même avec tous les systèmes de digitalisation possibles et les programmes qu'on peut faire, oui, en formation, on peut préparer une rencontre pour un recrutement, oui. Pour moi, humblement, ce contact avec notre capital humain, avec nos ressources, d'abord, c'est un grand apprentissage. On apprend énormément. C'est là où on peut vraiment actionner notre empathie et nous mettre à la place de l'autre et pouvoir comprendre ce qu'il vit, que ce soit comme problème ou situation. Et c'est là où on arrive à débloquer beaucoup de choses et on arrive à retenir notre potentiel humain et à les fidéliser au sein de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre réponse. C'est que le spirituel, c'est plus du travail sur soi, c'est plus pouvoir se comprendre nous-mêmes d'abord, pour pouvoir savoir réagir, parce que comme a dit Siham tout à l'heure, et Lubna aussi, nous ne recevons que tout ce qui est pas négatif, mais nous ne recevons que des choses problématiques. Les gens ne viennent vous voir, ils ne viennent pas vous voir quand ils sont contents, mais ils viennent vous voir quand ils sont mécontents. Et c'est pour ça qu'il faut savoir au moment où ils viennent, qu'on soit tous dégagés de toute énergie négative, pouvoir donner du positif, parce que les DRH, ils voient plus de 20 personnes quelques fois par jour, et chaque personne qui vient vous voir, elle croit qu'elle est la seule qui est venue vous voir. Donc c'est pour ça encore, c'est du spirituel, c'est de l'énergétique, et c'est vraiment du travail sur soi pour pouvoir continuer si on aime ce métier et si on est passionné par l'humain. Voilà. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Iman. Lubna, le DRH de demain, est-ce qu'il sera amené à se doter de nouvelles compétences? Pour ma part, je dirais que la partie administrative et organisationnelle est nécessaire pour le travail RH parce qu'elle permet à l'employé de ressentir une certaine stabilité de ce côté. Maintenant, la compétence actuelle qui va s'intensifier suite à ce phénomène Covid qu'on a tous vécu, c'est l'accompagnement. Le RH, il a cessé d'être seulement administrative, mais j'imagine qu'on a vu tous la nécessité pour qu'il soit plus accompagnateur de ses collaborateurs. Donc, quand on dit accompagnement, c'est déjà écouter, développer son sens de l'écoute et parler avec une certaine transparence. On n'est plus dans cette situation de donner des consignes, mais c'est vraiment parler vrai et pour que le collaborateur ou bien la personne en difficulté qui vient, comme l'a dit Siham, on ne vient nous voir généralement que pour les difficultés ou bien les problèmes.
eh bien, cette personne doit ressortir avec du positif, même si on ne trouve pas forcément une solution, mais on minimise de la gravité du problème et on réfléchit de manière, je dirais, en cohésion pour pouvoir trouver une solution. Donc, c'est surtout cela. Donc, l'accompagnement et la proximité. Donc, ne plus rester dans les bureaux ou bien derrière nos ordinateurs puisque tout va être digitalisé. Certes, c'est un outil pour éviter un certain nombre d'éventuels risques. Ça facilite, mais ça ne devrait pas nous faire oublier que le rapport humain a son impact. Regarder une personne à travers un écran, c'est une chose, mais le regarder en face, ça donne un soutien moral beaucoup plus vrai, je dirais. Et puis, nous sommes dans le secteur de l'hôtellerie. Je pense que et je dirais anticiper la partie administrative et organisationnelle, c'est pour anticiper des éventuels problèmes, ne pas permettre que l'on arrive à un problème ou bien à des confusions. Donc, ça leur permettra à nos collaborateurs de vivre une expérience professionnelle aussi agréable que possible. Donc, pour moi, c'est la compétence numéro 1 pour le RH, c'est être prêt à écouter les autres. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Lubna. C'est à l'heure, je suis désolé, je vous laisse toujours pour la fin, mais le meilleur, c'est pour la fin. Il n'y a pas de problème. Alors, pour vous, est-ce qu'il y aurait un nouveau positionnement stratégique du poste de RH? Et si c'est le cas, bien sûr, quels seront les enjeux? Tout d'abord, Yassir, il faut souligner le fait qu'il a fallu vivre une crise sanitaire pour que l'organisation prenne conscience de la valeur du DRH au sein de l'échiquier organisationnel. Ça, il faut le souligner. Tout à l'heure, ma collègue Iman a souligné le fait que durant cette période de crise, les équipes RH ont fait preuve d'adaptabilité et de flexibilité face aux situations changeantes au quotidien. Ils ont fait preuve également d'agilité et de produire les plans d'action en un temps record. Et surtout, ils ont fait preuve de frugalité. Frugalité, c'est-à-dire que les actions RH ont été réalisées avec moins de budget. Donc, nous avons tous compris que la crise sanitaire a redistribué les cartes pour les professionnels des RH en leur offrant un rôle central, comme souligné tout à l'heure par Sitazi. La fonction RH devient donc un business partner, comme ça a été mentionné par Siham. L'enjeu maintenant, c'est de conserver ce positionnement de la fonction RH au sein de l'organisation structurelle des entreprises. Parfait, c'est à l'heure. Pour synthétiser, pour mettre un mot de fin, parce il nous reste encore 5 minutes, je vais mettre un petit peu ma casquette de modérateur et mettre la même que la vôtre en tant que collègue du même métier, étant du métier RH également. Et je comprends parfaitement qu'un employé attend de vous, des RH, d'être formé, d'être préparé, d'être coaché pour avoir la promotion socio-organisationnelle qu'il espère ainsi de le réconforter dans son avenir. Le DRH deviendra malgré lui, je dirais, un leader capable d'offrir une vision claire et sécurisante aux employés pour leur avenir. Et je dis également que ce devoir est censé transcender de la société, l'organisation, l'entreprise à la société civile. Ainsi, nos frères et sœurs, les plus jeunes, les fraîchement diplômés, la relève, le futur, ou bien l'espoir, comme on peut les appeler, ils voient leur avenir professionnel en quelque sorte en danger. Ils pensent que leur intégration professionnelle mettra beaucoup plus de temps, peinent énormément à trouver rien qu'un stage, une vision très floutée de l'avenir, voire même parfois un petit peu noire. Donc ils sont là, ils vous écoutent. Je commence par Iman. Allez, côté spirituel et émotionnel.
je dirais, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je dirais que toute expérience est belle à vivre. Cette expérience nous a sortis de notre zone de confort. Elle nous a montré beaucoup de choses. Et l'une des choses les plus importantes qu'elle nous a révélées, c'est l'importance de l'humain au sein de l'entreprise. Nous aurons toujours besoin de jeunes diplômés. Nous aurons toujours besoin de personnes pour s'allier à nous, pour pouvoir avancer dans notre carrière et dans la leur aussi. Et nous aurons toujours besoin de faire du marché de travail de Marrakech une réussite sur le plan national, si ce n'est africain. Il ne faut pas oublier quand même que Marrakech reste l'une parmi les 10 meilleures destinations du monde. Et ces jeunes-là, ils ont beaucoup à apprendre et ils ont énormément de chances de faire partie de cet environnement parce que Marrakech, déjà, c'est une empreinte en elle-même dans le secteur où nous travaillons. Et en plus de ça, M. Tazi peut le confirmer, Marrakech est en train de s'étendre au niveau des secteurs d'activité. Il n'y a pas que le tourisme ou les établissements hôteliers, il y a énormément de choses. Et je voudrais finir sur une note très positive, à savoir qu'une personne des ressources humaines est toujours considérée comme cette personne qui est appelée le Sherpa. Et le Sherpa est toujours cette personne qui accompagne, c'est un guide dans les montagnes, dans les grandes montagnes de l'Himalaya, et qui accompagne les personnes, qui leur montre par où passer. Mais une fois qu'ils arrivent au sommet, il revient en arrière et il les laisse jouir de la réussite. C'est vrai, c'est vrai. Je vous remercie et alhamdoulilah, nous et c'est vraiment maintenant, hier on a vu la signature d'un grand événement qui aura lieu à Marrakech. Donc le recrutement il reprend, les postes sont là pour les jeunes et bonne chance à tout le monde. Merci Iman. Siham, sur la même note d'espoir aux jeunes. L'espoir, note d'espoir pour les jeunes. L'avenir appartient aux jeunes. Nous, on va être vieux et on va être passé à la retraite. L'avenir, c'est la jeunesse. Encore, tu l'es encore. L'avenir, c'est la jeunesse. Non, je suis tout à fait d'accord avec Iman. Il y a encore plein de choses à faire. La reprise, de toute façon, va se faire tôt ou tard. Moi, en tout cas, de mon côté, je travaille beaucoup avec les écoles hôtelières, avec les étudiants, même en n'ayant pratiquement pas beaucoup d'activités, on continue à faire des stages, on continue à leur les faire travailler avec nous, on les continue à les former, tout ça. Donc voilà, j'encourage tous les jeunes à rentrer dans les écoles hôtelières. Le Maroc a un bel avenir, en tout cas, devant lui au niveau hôtelier. Marrakech est un exemple, bien sûr, d'un point de vue international, comme étant la première destination, mais le Maroc est un pays magnifique en soi. Du nord au sud, il y a tellement de choses à visiter et à voir, ce qui permet justement d'avoir une opportunité de promouvoir le Maroc pour les Marocains, pour les touristes marocains, mais aussi pour les touristes internationaux. Donc, beaucoup de choses encore à faire au Maroc, beaucoup d'opportunités. Comme vous l'avez dit en introduction, en tout cas, nous, au niveau de la chaîne, on aura à peu près 4 autres hôtels qui vont ouvrir dans les 5 prochaines années. Et je sais qu'il n'y a pas que Hilton, il y a aussi Marriott, il y a aussi Accor, il y a encore d'autres hôtels qui vont ouvrir prochainement dans différentes villes. Il y a un grand effort d'un point de vue national de développer le tourisme partout, que ce soit dans le nord jusqu'au sud. Donc, le tourisme est là, n'est pas mort, sera toujours présent, va se transformer certainement, mais je ne pense pas qu'il va y avoir un choc radical qui va se faire. Je pense que dès que le tourisme va reprendre, les choses vont revenir un peu comme avant. Il y aura juste
des petites choses, que ce soit d'un point de vue commercial, c'est-à-dire que les clients qui sont plutôt dans tout ce qui est séminaire, etc., on va peut-être pas forcément avoir autant de présence qu'avant. Donc, au niveau commercial, il va y avoir des changements. Mais la digitalisation va aussi de plus en plus s'imprégner. Mais on est dans l'industrie du service. Pour pouvoir servir un client au restaurant, on a besoin de serveurs, on a besoin de chefs. Pour réceptionner les clients à la réception, il faut bien un réceptionniste pour faire le check-in, check-out. Donc, je veux dire, le changement post-Covid ne change pas le besoin de cette industrie en ressources humaines. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. L'industrie n'est pas morte, au contraire, elle va évoluer. Et voilà, donc on a juste hâte de reprendre un peu l'activité et que les jeunes puissent s'épanouir et se développer dans cette belle industrie. Voilà. Merci Siham. Votre mot de fin, Loubna. Je rejoins mes confrères et je dirais que bon, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc le Covid, on en sort plus fort, je dirais. Nous avons beaucoup appris. Il y aura des changements, mais sans doute pas en matière de besoins en jeunes, futurs diplômés en matière d'hôtellerie, de métiers d'hôtellerie et de tourisme. Le Maroc étant un pays l'un des secteurs les plus importants au niveau du Maroc, c'est le secteur des services, notamment l'hôtellerie, le tourisme, et notamment à Marrakech. Donc, le besoin, il est là. D'ailleurs, plusieurs entreprises et dans nous-mêmes, nous avons repris nos recrutements. Et bien sûr, ça va aller en s'intensifiant à fur et à mesure que l'activité va reprendre. Donc, il n'y a pas lieu de désespérer. Sachant que le métier… Vous avez repris le recrutement sur Zoom, vous aurez votre boîte mail bombardée demain. Oui. En fait, nous avons une plateforme propre Accor et Movenpick, donc sur laquelle on reçoit énormément de CV. Donc, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de demandes d'emploi et ça nous fait plaisir. Puis voilà, donc je disais que le métier, pour ceux qui choisissent cette discipline, j'ai la conviction que c'est une discipline passionnelle en fait. Quand on aime ce métier, même avec tout ce que ça engendre comme crise, on reste dedans. Donc, je crois que les jeunes qui ont fait et qui ont choisi l'hôtellerie et qui ont touché à l'hôtellerie par notamment des stages et qui ont eu cette passion, donc peut-être qu'il y aura un temps mort, qu'il y a eu un temps mort, mais s'ils ont cette passion, ils vont continuer, j'en suis sûre, parce que c'est un métier de contact et c'est un métier vivant. Aucun jour ne ressemble à un autre. Et c'est ce qui fait toute sa richesse, contact avec plusieurs intervenants, plusieurs niveaux culturels, socioprofessionnels et même clients. Maintenant, effectivement, un gros effort va être fait par nos commerciaux pour pouvoir resegmenter au fait, ou plutôt recibler leur concentration en matière de promotion et de vente. Et puis voilà, donc c'est toujours une nouvelle expérience à vivre qu'on va avoir le plaisir de partager avec les futurs lauréats, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Loubna. C'est Tariq et juste après, on aura Saïd Ali de clôturer cette session. Parfait, merci Yassir. Après, donc, comme vous le savez, après la nuit, le soleil se lève. Donc, et nous commençons à voir le bout de tunnel ensemble. Inch'Allah, l'activité ou le business reprendra, Inch'Allah. C'est juste question de temps. Et quand ça reprendra, ça va exploser, Inch'Allah. Donc, soyons optimistes. Le back to business s'effectuera, Inch'Allah. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, Saïd Ali. Yassir, merci. Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, cette crise a montré un certain nombre de défis et on a eu l'occasion d'en parler.
mais je pense la partie juridique doit aussi permettre ces changements, je dirais, en termes de management RH. Nous avons vécu beaucoup de difficultés par rapport aux accidents de travail, par rapport aux licenciements. Donc, il y a un certain nombre de défis juridiques qu'il faudrait accompagner. Et il y a aussi la notion de flexisécurité, je dirais. Hein, et là, le Code du travail doit apporter aussi des éléments de réponse en termes de conclusion. En termes de challenge, je dirais surtout, il faudrait zoomer sur les emplois et les futurs recrutements au niveau des territoires. Et donc, les entreprises ont certaines marques et d'entreprises en train d'ouvrir ou de l'activité ou carrément de développer. Ils seront amenés dans cette logique humaniste d'aller, je dirais, chercher des compétences dans les territoires. Et je pense que c'est une belle dose d'espoir à donner aux jeunes, comme on voulait que cette jeunesse aujourd'hui qui nous écoute puisse avoir cette confiance aujourd'hui dans l'entreprise, dans le territoire et aussi vis-à-vis des acteurs publics, notamment l'ANAPEC, CNS, l'Office de formation professionnelle, donc les acteurs du service public d'emploi au Maroc. Cette version, cette logique, elle est tellement transverse, donc multi-acteurs, donc tout le monde doit se mettre en réseau et continuer. Et aussi le retour à l'humain. Je pense qu'avec cette pandémie, la leçon à tirer, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu le retour à l'humain, il y a eu le retour à la famille. Et donc, la vie en entreprise ne se limite pas à la porte, je dirais, des entreprises, mais c'est une vie qui va au-delà de l'entreprise. Et donc, la dimension humaine, elle est extrêmement importante. Et bien évidemment, si cette condition est prise en considération dans le management dans les entreprises, la performance globale sera certainement gagnée. Et vers la fin de ce webinaire, je tiens à remercier tous les intervenants, remercier éventuellement CISIR pour sa modération. Et donc, on espère, Inch'Allah, vous revoir dans de thématiques. Merci Sitazi. Je vous remercie énormément. C'était très fructueux, c'était très intéressant, très passionnant. Et restons en très bonne santé, restons très vigilants, bien sûr. Et n'oublions pas le prochain événement de la GEF Marrakech. Je rappelle la place de la fonction RH dans la gouvernance régionale et territoriale. Je vous remercie tout le monde. Merci. Salam.